Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, une seule bombe détruit une grande partie de la ville japonaise d'Hiroshima. 3 jours plus tard, une seconde bombe frappe Nagasaki. Ces événements sont connus sous le nom de bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki. En anglais, on parle souvent des Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki. Aujourd'hui encore, il reste les seuls cas d'utilisation d'armes nucléaires dans un conflit armé. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au contexte de l'époque. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Europe, l'Allemagne nazie a capitulé en mai 1945. Mais dans le Pacifique, la guerre continue entre le Japon impérial et les Alliés, principalement les États-Unis. Depuis plusieurs années, les combats ont fait de très nombreuses victimes. Des batailles comme Iwo Jima ou Okinawa ont été particulièrement meurtrières. Le Japon subit également un blocus maritime, des bombardements conventionnels massifs et une dégradation importante de sa situation militaire et économique. Parallèlement, les États-Unis développent une nouvelle arme dans le cadre du projet Manhattan. Le Royaume-Uni et le Canada participent également à ce programme. Dans le cadre de la coopération nucléaire entre les États-Unis et le Royaume-Uni établi par l'accord de Québec de 1943, les deux gouvernements coordonnent leurs décisions concernant l'utilisation de cette nouvelle arme. Avant les bombardements d'août 1945, les autorités britanniques donnent leur accord à son emploi contre le Japon. Les bombardements eux-mêmes sont réalisés par les forces armées états-uniennes. Le 16 juillet 1945, l'essai Trinity confirme que cette nouvelle technologie fonctionne. Quelques jours plus tard, la déclaration de Potsdam demande au Japon de capituler. La guerre continue néanmoins. Les responsables états-uniens poursuivent alors plusieurs objectifs. Selon les déclarations officielles de l'époque, il s'agit notamment d'obtenir la capitulation du Japon, d'éviter une invasion terrestre du pays, de réduire la durée de la guerre et de frapper des centres considérés comme importants sur le plan militaire ou industriel. Certains historiens ont également avancé qu'il pouvait exister une dimension diplomatique liée aux relations avec l'Union soviétique. Ce point reste débattu et ne fait pas l'objet d'un consensus unique. Le 6 août 1945, le bombardier états-unien B-29 Enola Gay largue sur Hiroshima une bombe atomique à uranium 235 appelée Little Boy. Le 8 août 1945, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon et lance son offensive en Mandchourie. Le 9 août, une autre mission états-unienne est lancée. La cible principale prévue est alors la ville de Kokura. Cependant, les conditions de visibilité conduisent l'équipage du bombardier Boxcar à se diriger vers la cible secondaire, Nagasaki. À 11h02, heure généralement retenue par les historiens, une bombe atomique au plutonium 239, appelée Fat Man, est larguée sur la ville. Quelques jours plus tard, le 15 août, l'empereur Hirohito annonce la capitulation du Japon. La capitulation officielle est signée le 2 septembre 1945. Les deux bombes utilisent des technologies différentes. Little Boy fonctionne avec de l'uranium. Fat Man repose sur un système d'implosion utilisant du plutonium. Les explosions produisent une onde de choc, une chaleur extrême, des incendies, des rayonnements et des retombées radioactives. Les populations touchées sont principalement des civils. Parmi elles figurent des enfants, des femmes, des personnes âgées, des travailleurs et des militaires présents dans les villes. Des travailleurs coréens se trouvent également sur place en nombre important. Quelques prisonniers de guerre alliés figurent aussi parmi les victimes. Les survivants exposés aux bombardements atomiques sont souvent appelés Hibakusha au Japon. Concernant le nombre de victimes, les estimations varient selon les sources. Pour Hiroshima, les estimations couramment citées évoquent environ 70 000 morts immédiats ou très rapides et environ 140 000 morts à la fin de l'année 1945. Certaines études proposent des fourchettes allant d'environ 10 000 à 166 000 morts. Pour Nagasaki, les estimations les plus fréquentes se situent autour de 40 000 morts immédiats ou très rapides et de 70 000 à 74 000 morts à la fin de l'année 1945, avec des fourchettes plus larges pouvant atteindre environ 80 000 morts.
Ces différences s'expliquent notamment par la destruction de nombreux registres, les décès survenus plusieurs mois après les bombardements, la présence de personnes non recensées et les méthodes de calcul utilisées par les chercheurs. Les historiens disposent aujourd'hui d'un grand nombre de sources. Parmi elles figurent les témoignages de survivants, les archives japonaises et états-uniennes, les rapports médicaux, les photographies, les documents diplomatiques, les dossiers hospitaliers et les enquêtes réalisées après la guerre. À l'époque, les médias états-uniens mettent d'abord en avant la puissance de cette nouvelle arme et son rôle supposé dans l'accélération de la fin de la guerre. Au Japon, les informations circulent plus difficilement dans les premiers jours en raison des destructions, de la désorganisation et du contexte de guerre. Les conséquences sont immédiates et considérables. Les bombardements provoquent de nombreuses morts, des blessures graves, des brûlures, des incendies et la destruction de quartiers entiers. Les hôpitaux sont souvent débordés ou eux-mêmes endommagés. À plus long terme, les survivants peuvent souffrir de diverses maladies liées à l'exposition aux radiations, notamment certaines formes de cancer et de leucémie. Des traumatismes psychologiques durables sont également observés. Sur le plan environnemental, les explosions ont lieu en altitude. Une partie des retombées radioactives au sol est limitée par rapport à celles observées lors d'accidents impliquant des réacteurs nucléaires. Cependant, les populations présentes dans les zones touchées subissent malgré tout une exposition radioactive importante. Aujourd'hui encore, plusieurs débats demeurent ouverts. Les historiens discutent notamment de la nécessité militaire des bombardements, du rôle joué par l'entrée en guerre de l'Union soviétique, de l'éventualité d'alternatives possibles ou encore des conséquences juridiques et éthiques de l'utilisation d'armes nucléaires contre des villes. Ces débats existent, mais ils ne conduisent pas à une conclusion unique partagée par tous les chercheurs. La mémoire de ces événements reste très présente. Au Japon, Hiroshima et Nagasaki occupent une place importante dans l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale et dans les réflexions sur les armes nucléaires. En Corée du Sud, les victimes coréennes sont également intégrées à cette mémoire. Parmi les principaux lieux de commémoration figure le parc du mémorial de la paix d'Hiroshima, le dôme de Genbaku, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que plusieurs musées et mémoriaux à Hiroshima et Nagasaki. Enfin, plusieurs idées reçues circulent encore. Les deux bombes n'étaient pas identiques. Nagasaki n'était pas la cible principale prévue le 9 août. Les chiffres des victimes ne sont pas parfaitement fixes. Et aucun facteur unique ne permet d'expliquer à lui seul la capitulation du Japon. Plus de 8 décennies après les événements, Hiroshima et Nagasaki demeurent des références majeures pour comprendre la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'entrée dans l'ère nucléaire, les débats sur les armes de destruction massive et les enjeux liés à la mémoire des conflits. Vous disposez maintenant des principaux éléments permettant de comprendre cet événement historique. Un cours complet consacré à Hiroshima et Nagasaki est disponible sur le site internet pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet.